Alors Nicolas, moi je le définirais vraiment comme un savant fou, dans le sens où c'est quelqu'un de très inventif. Il a une imagination débordante. Il a la capacité d'inventer tout un univers qui peut aller vraiment extrêmement loin, et ça à plein d'endroits de sa vie. Moi j'ai eu la chance de travailler sur une BD avec lui, mais aussi de manger sa nourriture. Et ça fonctionne pour les deux. C'est vraiment quelqu'un d'incroyablement généreux et inventif. Et on le ressent à plein d'endroits de création dans sa vie. Si tu veux, tu peux pleurer. Hein. Non, c'est chouette. Et ce côté savant fou, j'en ai pas toujours conscience. Mais je suis toujours très content quand Mathilde peut aussi canaliser un petit peu cette dimension-là chez moi. Donc je peux arriver avec plein d'idées et elle va toujours être capable de dire ça c'est une bonne idée, on pourrait la creuser avant d'en avoir une deuxième, voire une troisième. Mathilde, elle est toujours en constante évolution et entre la Mathilde que je connais depuis un petit temps maintenant et la Mathilde de maintenant, ça a toujours évolué, mais en tout cas en situation... puisqu'on est amis, donc ça joue aussi, mais en situation de travail, Mathilde, elle me surprend toujours. Enfin, je la vois tout le temps en apprentissage et ça se développe tout le temps et ça va très très vite. Et même au niveau du dessin, au niveau du travail, c'est entre le début où on a travaillé ensemble et maintenant, il y a tout qui a bougé. Et donc, j'ai toujours été très impressionné, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau humain, quoi. Nouvel an. Nico et moi, on a un historique de malédiction de Nouvel An. Il y a un Nouvel An dans lequel on s'est vraiment profondément liés d'amitié autour d'un extrême moment de vulnérabilité, si c'est ça dont tu veux parler de Nico. Du coup, je t'avais dit, viens chez moi à Gand, ça va être rigolo. Il était arrivé, 1 heure plus tard, il avait développé une grippe intestinale fulgurante et terrible. Et je l'avais très gentiment alité, je lui avais donné des médicaments et tu t'étais mis à délirer, tu disais des choses, tu ne te rappelais pas que j'étais venue te parler. Mais après, ça a été vraiment un moment charnière où on s'est dit on peut être vachement vulnérable et se faire fort confiance. Moi, ça avait été un moment assez marquant. Puis il y avait eu d'autres Nouvel An du coup à Gand qui étaient tout aussi étranges les uns que les autres. Tu m'as vu pas sous mon meilleur jour et je trouve que tu as été très, très bienveillante. Tu m'as laissé dormir dans ton lit et m'agripper au lit parce qu'il y a tout qui tanguait autour. Je me suis dit, je peux lui faire confiance, c'est bon. C'était un test Elle caché. m'a donné des Dofalgan. Mais c'est vrai que ce qui est particulier avec Nico, c'est que très vite, on a eu des moments de rencontre qui étaient très cocon, quoi. Où moi j'allais chez toi, tu me cuisinais à manger. Il y avait un truc de fraternité comme ça. Moi, t'as un humour très trash, du coup je me suis sentie tout de suite à l'aise parce que c'est l'humour qu'on a chez moi aussi. Il n'y avait pas de phare et c'était très naturel entre nous. Ouais, et pour moi, c'est un bon terreau pour avoir des idées, en fait. Le fait d'être en confiance avec une personne dont on sait qu'elle ne va pas nous juger et oser aussi proposer des choses, quoi, sans que la première idée doive forcément être la bonne non plus. Donc c'est un laboratoire, en fait. Notre amitié était un peu un laboratoire aussi. Même si travailler avec une personne avec qui on est amis, c'est aussi particulier, et c'est surtout après avoir fait les livres où, comme on n'avait plus de projet ensemble, c'est de se dire... on doit réinventer un peu notre manière d'interagir, puisqu'on avait plein de raisons de se voir, puisqu'on travaillait ensemble. Et donc, il s'agissait aussi de prolonger l'amitié, puisqu'elle était là avant, mais de réussir à trouver une manière de la prolonger aussi après. Donc, le mot, c'est poulican. Donc, poulican, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est un personnage du livre dans Magda, qui apparaît dans le premier tome, et en fait c'est un mélange entre un pélican et une poule, c'est ça, hein? Parce qu'on invente des personnages, on invente des animaux, c'est ces idées de créer des mots valises et de voir qu'est-ce que ça donne en fait. Et donc le mot poulican m'a donné l'idée de l'animal en fait. Et donc chaque mot, j'essayais chaque fois de jamais utiliser le vrai mot, mais de le transformer, et puis d'assumer cette transformation, quoi. C'est un mot qui symbolise vraiment le côté savant fou de Nico, mais aussi parfois ma propre ignorance,
parce qu'il y avait plein de choses dans Magda qui étaient vraiment complètement fous. Tu inventais des mondes, des nouveaux légumes, des technologies, des animaux, des insectes qu'on n'avait jamais vus. Et parfois des choses qui existaient déjà, mais que moi je ne savais pas exister. Et que du coup, j'étais « Ah oui, je vais inventer !» Et puis des années plus tard, je me rendais compte que oui, le chou romanesco, c'est une vraie chose, ce n'est pas un légume inventé. Donc je trouve que ça, pour moi, ça symbolisait vachement le côté très intuitif, très ludique et à la fois vraiment libéré et très généreux de ta manière d'écrire. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté généreux pour les enfants aussi, parce que ça crée un univers qui était à la fois très proche du nôtre, mais en décalage complet. C'était juste un fait, voilà, dans ce pays, il y a des poulicans, et on va comprendre en voyant qu'en fait, le poulican, c'est un oiseau qui a la capacité de se gaver et qui devient de plus en plus effrayant, gros et baveux, dans son pauvre vol autour de ses enfants qu'il nourrissent et le force à manger. Donc voilà. Il fallait dessiner des animaux, des véhicules, des perspectives, des planètes, l'espace. Et vraiment, les premières lectures de script, je me disais, mais comment je vais réussir à faire ça? Est-ce que je vais réussir à faire ça? Et puis, dès les premières interactions avec Nico, je me suis rendu compte que c'était de l'ordre du jeu. Donc ça a été vraiment plein de défis, mais c'était comme une super partie de tennis. On se renvoyait la balle, ça nous faisait vachement rigoler. Moi, très vite, c'est devenu ludique. C'était vraiment très drôle d'avoir comme public Nico qui attendait de voir comment ses idées entraient en scène. Ouais, c'était vraiment drôle. J'allais faire une blague. Véganisme. Alors là, donc Nico et moi, effectivement, on a commencé à lier notre amitié autour de la cuisine. C'était vraiment Enfin, c'est marrant parce que c'était vraiment à l'image de notre collaboration pour Magda, où tu étais en savant fou dans ta cuisine, où tu mêlais des ingrédients, il y avait plein de graines, de sel venant d'endroits inconnus de la terre. Et moi, j'avais une vision de la cuisine qui était presque monacale, où je mangeais la même chose tous les jours. Et c'était une période de nos vies, où moi j'étais végétarienne et toi, tu étais végane. Et c'est dans ces engagements personnels-là qu'on avait que c'est niché Magda. Parce que dans ce livre, il n'y a pas une recette qui utilise... en tout cas, dans les recettes que tu as créées, moi je mange plutôt dans cette dynamique, les recettes que tu as créées pour le livre, il n'y a pas de produits animaux. Et vraiment, j'ai mangé très bien pendant 1 an. Merci. L'histoire de Magda, c'est des concours de cuisine. J'ai essayé aussi déjouer un peu les attendus du concours de cuisine où il faut juste préparer un plat et ça doit être le meilleur plat. Là, moi, je ne suis plus végane maintenant, je suis plus que végétarien, mais pendant plusieurs années, je l'étais et je l'ai vraiment vécu pas du tout comme une contrainte, enfin au contraire comme une contrainte, mais qui offrait une liberté géniale. Et en fait, j'ai découvert plein d'aliments que je ne connaissais pas. Et c'est de cette créativité-là que sont nées plein d'idées pour le livre aussi. Et quand on produit des récits pour la jeunesse, il y a une notion de responsabilité d'une certaine manière, puisqu'en fait, on propose une certaine vision du monde. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire paraître normal à l'intérieur d'un récit. Les livres qu'on achète aux enfants parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire pour eux-mêmes décident énormément de ce qu'ils vont trouver normal ou pas, des types d'imaginaires qu'ils peuvent ou pas développer. Et moi, en ça, je trouve qu'on a fait des choix dans Magda qui allaient questionner aussi ces schémas-là. On ne peut pas ne pas déconstruire. En fait, il faut quand même déconstruire certaines choses. Par exemple, c'est un tournoi où les enfants s'affrontent. Est-ce que ça a du sens vraiment de s'affronter pour savoir qui est le meilleur ou qui est la meilleure, quoi? Et toute l'idée, c'était de progressivement avoir du plaisir à vivre le tournoi, mais aussi progressivement le déconstruire. Dans Magda, on a inventé plein de personnages différents, de biomes différents, et on n'a pas toujours l'occasion d'approfondir en fait certaines choses. On a un des personnages qu'on aime bien, au même titre que tous les personnages, mais qui s'appelle Hector, qui vient d'une planète qui a la particularité d'avoir 4 ans. En fait, les saisons, au lieu de durer 4 mois, durent 4 ans, quoi. Mais il y a surtout 4 ans d'hiver et 4 ans d'été, donc il a toujours la goutte au nez, une grosse veste, et donc il vient de sortir de 4 ans d'hiver. Et l'idée, ce serait d'imaginer le moment où il part pour le concours, et donc à quoi ressemble sa planète, en fait à quoi ressemble peut-être son père. Première mondiale. Donc c'est peut-être d'imaginer, je sais pas, le moment où Hector part de chez lui,
et où on lui confie peut-être des choses de sa communauté, tu vois. Où il a cette énorme veste avec lui qui est un peu trop grande pour lui, qui est pleine de bocaux, puisque comme l'hiver est super long, bah, ils sont obligés de conserver les légumes très longtemps, quoi. Peut-être son père ou sa mère qui l'accompagnerait sur un... En fait, ce serait bien que ce ne soit pas juste un yak. Des espèces de moteurs sur le côté. Oui, il a des poches à moteur. Oui, tu as raison, hein, que ce ne soit pas juste un animal qu'on utilise comme ça à ses dépens pour se déplacer, mais qu'il y ait quelque chose de l'ordre du soin, ou vraiment qu'on sente qu'il y a une relation aussi à l'animal. Ouais. Je vais mettre des petits dés, comme une voiture. Et donc il y a toujours un peu d'attendre le moment du super cadeau sous le sapin où on va voir vraiment toutes les pages dessinées et finies. Et à chaque étape, c'est mieux, enfin, c'est encore plus réjouissant, quoi. Et donc quand c'est déjà bien en découpage et enthousiasmant, au moment où on se confronte au final, moi je le vis chaque fois comme un cadeau. Je trouve ça toujours... C'était pas un rapport de est-ce que je satisfais la demande, c'était un rapport de est-ce que j'arrive à t'émerveiller. Et ça, je trouvais ça vraiment chouette parce que ça a créé des moments où tu étais là, ah, ce personnage existe, c'est trop cool. Moi, c'était un vrai moteur où j'étais ah yeah, là je suis parvenue à trouver un truc qui soit intéressant pour toi aussi, quoi. Je crois que le plaisir, il est communicatif. Enfin, j'espère, hein, en tout cas. Et c'est vrai que c'est chouette, quoi. Moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir l'opportunité de réexplorer. Mais maintenant, cette histoire-là, elle est finie. Elle est finie. Du coup, si Magda revient, ce sera sous d'autres formes. Est-ce que faire un livre, c'est mieux à deux ? J'ai jamais fait vraiment de livre tout seul. Ah si, oui, une fois. Non, c'est mieux à deux. Enfin, moi, je trouve. Moi, j'aurais jamais pu faire Magda toute seule, en tout cas. Et j'aurais jamais pu faire Magda sans toi. Donc, ouais.